Excusez-moi, je peux vous poser une dernière question? Absolument. Voilà, à quoi vous pensez si je vous dis monde de merde? Célèbre bombe d'affaires américaine. Sans attendre, des Au revoir. Ces petits objets ronds, plats, métalliques, avec des inscriptions dessus, un chiffre, un nombre. Vous voyez de quoi je veux parler? Déclinés en papier, en billets, puis dématérialisés et même cryptés. La monnaie telle que nous la connaissons apparaît au 7e siècle avant Jésus-Christ, soit il y a un peu plus de 2600 ans. Bien avant cela, des civilisations ont émergé et ont prospéré par le développement des techniques et du commerce via des intermédiaires d'échange non monétaires. L'avènement des pièces métalliques, fiables et codifiées, a été un gage de stabilité qui a permis d'intensifier les échanges. Mais propulser un intermédiaire solide et rationnel a rendu la convoitise plus claire et concrète. La monnaie est devenue cette chose à posséder par-dessus tout. Au-delà d'une unité de compte facile et pratique, qui était son but originel, la monnaie est rapidement devenue un objet synonyme de possession, au nom duquel on ment, on corrompt, on tue. Parmi tous les outils transitoires que l'humain a eu la brillante idée de créer, d'utiliser et d'abandonner pour trouver mieux, la monnaie est à part. Malgré son âge très avancé, la monnaie subsiste en ce début de 3e millénaire. Son emploi permanent, organisé en systèmes économiques régionaux ou globaux, a favorisé le développement d'ouvrages ingénieux et de technologies remarquables. En dépit des graves conséquences liées à sa dépendance, la monnaie n'est-elle pas le mal nécessaire pour le développement des civilisations? Un avenir sans monnaie est-il envisageable? Dans ce cas, quel moteur porterait l'homme vers l'audace qui l'a élevé en maître? Qu'est-ce que l'outil monnaie a apporté de bon? Alors, l'optimisation des échanges. Une meilleure unité de compte d'abord. Il y a bien eu des proto-monnaies, des objets, des matières premières échangeables, mais difficile de s'entendre sur la valeur, sur la qualité de l'intermédiaire. Cela entraînait de l'arbitraire et compromettait la solidité du commerce. La valeur du métal est peu fluctuante. Les pièces sont identiques, les sommes sont facilement divisibles. C'est pratique à utiliser sur de vastes territoires, comme objet d'autorité, et comme moyen de paiement pour les salaires notamment, donc le développement de l'administration. La mondialisation du commerce est avérée depuis l'Antiquité grâce à cet intermédiaire fixe, régulé et presque inaltérable qu'est la monnaie métallique. C'est aussi un objet de motivation. La notion de richesse est aisée à assimiler. Plus je crée du bien ou du service, plus je génère de la monnaie qui va me servir à mon tour à obtenir des biens et services. Ces produits se voient attribuer une valeur dont je peux m'acquitter pour satisfaire mes besoins et parfois mes désirs. La monnaie est une mesure de richesse claire et facile à cumuler physiquement. En posséder beaucoup est une preuve d'aisance et de pouvoir. L'épargne et l'investissement sont accessibles à tous et permettent de préparer et concrétiser des projets d'envergure, même pour un simple individu, sous réserve, bien sûr, d'accumuler de l'intermédiaire monétaire. De manière générale, tout ce qui est valorisé, tout ce qui possède un prix, devient potentiellement accessible. Il faut aussi parler de la sécularité de la monnaie. Elle fait un peu partie de notre ADN. On l'a toujours connue. L'apprentissage de son fonctionnement est si répandu, si fondamental que l'on peut dire qu'il y a aujourd'hui plus de gens connaissant les règles de base de la monnaie que de gens sachant lire et écrire. Le taux d'alphabétisation, selon le Programme des Nations Unies pour le développement, est de 99,02% en France. Ça fait environ 53 000 personnes analphabètes. Allez trouver plus de 53 000 personnes en France ne sachant pas à quoi sert la monnaie. Les échanges prémonétaires ne datent pas du régime précédent, ni du siècle, ni de l'époque précédente. Plus encore,
Il ne date pas de notre civilisation source, à savoir Rome. La monnaie régit notre façon de vivre depuis si longtemps que nous faisons presque corps avec cet intermédiaire. Voyons maintenant les limites de la monnaie. D'abord, le lien entre richesse et pouvoir. Le fait de posséder beaucoup de monnaie permet d'acquérir plus de biens et services, mais une autre possibilité apparaît, le gain de pouvoir. Plus une personne est riche, plus elle peut théoriquement contrôler son environnement moyennant de la monnaie, ce qu'on appelle la corruption. Les États les plus riches ont le pouvoir de dicter leurs ordres aux États moins fortunés, dépendant de leur argent ou de leurs ressources. Ce schéma n'est pas propre à la monnaie, il existait déjà au temps des civilisations prémonétaires. Mais le passage à la monnaie n'a pas atténué le problème, il s'est même accentué. Les progrès économiques et technologiques permis par la monnaie ont engendré une globalisation des échanges tout à fait positive au départ, mais l'obsession du gain a fait émerger des acteurs tyranniques, des États et surtout des entreprises capables d'avoir un impact social immense, de garantir un grand nombre d'emplois, de posséder des brevets cruciaux et de jouer sur ces atouts considérables pour faire la pluie et le beau temps, d'exercer pression et chantage pour pouvoir exploiter à perte deux composants essentiels de l'Anthropocène, l'être humain et les ressources naturelles. La rareté de la monnaie. Il y aurait 80 trillions de dollars en circulation, pièces, papier, épargne, soit environ 10 500 dollars par personne. Alors, ce n'est pas un revenu régulier, mais une somme constante dans laquelle tous les postes de dépenses doivent se trouver. Pour un peu que chacun soit propriétaire de son logement, certains diront 10 500 dollars, ça va. Or, je ne parle pas de minimum, mais de moyenne. C'est là que ça devient crispant. Presque la moitié de l'humanité vit avec moins de 5,5 dollars par jour. Certains esprits pragmatiques diront que c'est suffisant pour vivre. Il n'en demeure pas moins que c'est une situation de pauvreté, que ces gens parviennent tout juste à remplir leurs objectifs de survie. Les personnes les plus fortunées sont à des années-lumière de cette question existentielle. L'extrême pauvreté, moins de 1,9 dollars par jour, s'est réduite ces 30 dernières années, mais le rythme de cette inflexion est de plus en plus poussif. Une utilisation égalitaire de la monnaie reviendrait à s'en passer. Si on souhaite mettre fin à l'inégalité et à la pauvreté en allouant aux êtres humains des sommes de monnaie égales ou équitables, de manière permanente, alors autant construire un autre système. Il se dit que la quête de monnaie entraîne la compétition qui booste l'innovation et le progrès, que par conséquent, l'inégalité serait une loi naturelle, inaliénable, et un moindre mal pour l'humanité. Or, nous avons déjà la capacité de penser et concevoir un fonctionnement alternatif, où la compétition demeurerait sans pour autant qu'un intermédiaire vital soit en jeu. La monnaie est un outil qui, dès le départ, a, comme tout outil, des imperfections acceptables. L'outil devient obsolète lorsqu'il ne répond plus, ou lorsqu'il répond moins bien à l'utilité qu'on lui prête. L'outil monnaie dessert parfois son créateur, d'où la nécessité de ne pas figer l'histoire à l'utilisation de la monnaie, et au contraire d'inventer de nouvelles règles d'échange. Comment la monnaie dessert son créateur? Lorsqu'elle est utilisée non seulement comme moyen d'échange, mais aussi comme moyen de pression et de domination. C'est aussi pour atteindre ces capacités que la monnaie est devenue un outil à promouvoir, à rechercher et à conserver. Un outil érigé en valeur qui s'assoit sur d'autres valeurs humaines. Combien de destins sont dictés par le calcul d'être haut placé plutôt que le plaisir d'une vie choisie? Ces mêmes personnes qui se rendront compte du mauvais chemin à la crise de la quarantaine, et cette lubie de tout posséder, au-delà du besoin, au-delà même du plaisir, pour avoir plus ou mieux que les autres. On peut passer des heures à énumérer les bons et les mauvais côtés de la monnaie. Je vous ai évoqué qu'une partie des arguments, mais l'important c'est que ça prête à réfléchir. Le consensus serait de dire la monnaie est un moindre mal dans les sociétés humaines. Partant de ce principe, étant donné que nous sommes une espèce intelligente et constructive, nous pourrions passer à l'étape suivante et nous dire faisons mieux qu'un moindre mal, orientons-nous vers de l'échange sans mal.
Mais alors, quel avenir sans monnaie? D'abord, quel avenir sans solidarité? Le premier pas est la désintoxication. La monnaie a rendu de grands services, mais elle n'est pas inamovible. Si la monnaie est omniprésente, alors la compétition l'est aussi. Or, dans un monde fini, les êtres humains ont besoin au contraire d'ériger la solidarité en valeur absolue. À partir de cette base, une autre société est possible. Les échanges sont facilités, décomplexés, les rapports entre les citoyens sont plus harmonieux. Un vrai libéralisme peut se mettre en place, avec des idées qui foisonnent et surtout des projets rendus possibles. On parle souvent de ce que la monnaie permet, mais on parle moins de ce qu'elle empêche. La priorisation budgétaire empêche l'État et les collectivités de répondre à certaines attentes des citoyens. La rentabilité empêche les entreprises de proposer des biens et services pertinents. On pense très vite aux transports propres, aux médicaments révolutionnaires. Sans monnaie, aucun enjeu économique ne viendrait compromettre les objectifs des COP, par exemple. La coopération sera le moteur de la production. Ce principe existe déjà, très populaire et souvent gratuit. On cite souvent comme exemple le plus connu Wikipédia. Très bien, je le cite aussi. Je vous invite à vous renseigner sur la Commons-Based Peer Production, qui est un modèle encore trop lié au capitalisme, mais qui en dit long sur l'évolution des moyens de production. Ce qui est vrai pour les services le sera également pour les biens. Au niveau éducatif, chaque citoyen aura le choix de ses apprentissages modulés, cumulables, gratuitement et sans limite, afin d'être en mesure de participer à l'élaboration de tout projet. Sans monnaie, l'automatisation et l'intelligence artificielle permettront à l'humain d'alléger le fardeau du travail, lequel sera requalifié en activité, autrement plus utile et valorisante. Aujourd'hui, beaucoup de postes occupés, et même de métiers entiers, pourraient être automatisés, mais demeurent réservés à la force humaine, car celle-ci est moins coûteuse, mais aussi pour une raison structurelle. Une manutention, aussi archaïque soit-elle, permet de générer de la devise essentielle au fonctionnement du système et à la paix sociale. Voilà un immobilisme comme signe évident que la monnaie a fait son temps. Donc, pour terminer ce propos, l'humanité civilisée a vécu plus longtemps sans monnaie qu'avec. Non, elle n'est pas apparue avant le Big Bang. En réalité, il s'agit d'un phénomène passager, borné dans le temps. La monnaie a été déterminante dans le développement des civilisations récentes. Or, l'être humain n'a pas su contrôler les dérives potentielles de cet outil. Ce qui hier était un accélérateur, aujourd'hui est un frein.